Bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau café fiscal proposé par la commission fiscale d'ECF. D'abord, je remercie tous ceux qui se connectent et nous rejoignent. Donc, merci à vous pour votre participation. Merci également à nos deux illustres invités que je vais présenter dans quelques instants, si vous me permettez. D'abord, dire quelques mots. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Il est 13h30 à Paris. Il doit être, donc c'est le café d'après-déjeuner. À Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France, il est 8h30, c'est le café du matin que vous prenez avec nous. En Guyane et donc à Cayenne, il est 9h30. C'est café du milieu de matinée. Et puis surtout, chez moi, dans l'océan Indien, il doit être, parce que je suis à Paris, il doit être 16h30 à La Réunion. Donc c'est plutôt l'apéro, le café de l'après-midi. Et pour finir, à Mayotte, il est 15h30. Donc vous voyez qu'avec ce choix d'horaire de 13h30, nous avons voulu associer l'ensemble de la profession comptable, qu'elle soit dans l'Hexagone, en Corse et Outre-mer. Donc, merci à vous d'être là. Effectivement, sur un sujet qui est d'actualité, puisque vous savez que dans 15 jours va entrer en vigueur cette fameuse réforme qui nous est annoncée depuis plusieurs mois, qui a d'ailleurs été reportée. Donc, c'est tout l'art de procrastiner de la part des pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, on est à 15 jours du démarrage de cette réforme. Et pour en parler, la commission fiscale d'ECF m'a confié l'énorme responsabilité d'entendre deux témoins essentiels qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. Vous les avez à l'écran devant vous. D'abord, Maître Audrey Chemouli, qui est avocate, qui est présidente de la commission fiscale d'une APL. Alors, ça me permet également de saluer le travail qui est fait au sein d'une APL. Vous savez que le syndicat ECF fait partie des organisations qui sont présentes à l'UNAPL. Il y a beaucoup de nos confrères qui y travaillent, soit en région et en Outre-mer d'ailleurs, soit au niveau national. Et ça me permet également de saluer et peut-être de vous rappeler que nous avons un des nôtres, Christophe Sens, qui a été élu président de l'UNAPL. Et vous le savez, notre ami Christophe va prendre ses fonctions en 2024. C'est la première fois qu'un expert comptable assure cette présidence. Donc, d'abord, je le félicite et puis je lui souhaite bonne chance au nom de la profession, au nom du syndicat des experts comptables de France. Et je sais que Christophe saura effectivement représenter dignement notre syndicat. Voilà ce qui est dit. Alors, en termes d'organisation, mesdames, messieurs, ce qu'on a prévu pour ce café fiscal, c'est bien sûr de tenir ce timing de 45 minutes, qui peut être assez court. Hein, on ne va pas pouvoir traiter l'ensemble des thèmes que vous souhaitez traiter, mais rassurez-vous, d'abord, il y a les questions que vous pouvez nous poser. Donc, si vous avez des questions, le mieux, c'est de les poser sur le chat et puis Audrey et Laurent y répondront dans la mesure de leurs compétences et bien sûr du temps qui nous est imparti. Euh, on a aussi effectivement l'occasion, si vous le voulez, de poser des questions à la commission fiscale d'ECF, de rejoindre aussi notre syndicat. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, qui n'ont pas renouvelé leur cotisation. 2024 arrive bientôt, on aura besoin de tous, des uns et des autres, pour renforcer nos compétences et surtout pour essayer d'échanger sur des sujets qui nous sont communs. Alors, tout de suite, sans plus tarder, Audrey, je voudrais, alors on se tutoie parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble au sein d'une appel, donc on va se tutoyer si tu le permets, Audrey. Je voudrais effectivement que tu commences sur effectivement les questions qu'on se pose. Alors au début de l'année, en mai exactement, le syndicat ECF avait adressé dans un désir d'anticiper et de voir venir les problèmes, avait adressé un courrier à Bercy dans lequel le syndicat avait posé 13 questions. Et la commission fiscale avait posé 13 questions. Un certain nombre de questions ont trouvé leur réponse, et je crois que Audrey, tu pourras nous en dire un peu plus. Et je crois qu'à l'heure où je parle, on a encore des questions qui restent en suspens. Donc, ce que je voudrais que tu nous fasses, c'est que je sais que tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là. D'ailleurs, au congrès de l'UNAPL, la semaine dernière, le 8 décembre, tu as eu les félicitations de la ministre Olivia Grégoire, qui a souligné la qualité de ton travail et le fait que tu as été un sachant et en tout cas un conseiller des pouvoirs publics sur ces questions-là. Donc, en fait, je voulais te laisser la parole et nous présenter peut-être en quelques mots la réforme et puis répondre aux questions
que de nombreux confrères se posent. Si on a été si nombreux à se connecter aujourd'hui, c'est que ces questions, je pense, méritent qu'on y apporte une réponse. Voilà, je te laisse la parole et je vous remercie bien sûr, hein, je te remercie toi, Audrey et Laurent, pour vous prêter donc à ce webinaire et à ce café fiscal. Merci et la parole est à toi, donc c'est quand tu veux. Bonjour à tous. Donc, comme Anne disait, je m'appelle Audrey. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, et notamment à l'UNAPL. Donc, pour rappel, ou comme en fait la question, enfin la présentation de ce sujet-là dépend des interlocuteurs que j'ai en face, et je sais que j'ai affaire ici à des experts. Donc, on va essayer de travailler peut-être un peu plus en profondeur les questions qui nous occupent, sachant que pour un certain nombre d'entre elles, nous n'avons malheureusement pas les réponses. On va peut-être aborder deux types de sujets qui sont vraiment les sujets qui sont là aujourd'hui. Je vous invite, si vous êtes connecté, parce qu'évidemment, vous avez des clients qui sont des professionnels libéraux réglementés et qui sont, alors bon, là, oui, des professionnels libéraux réglementés. Je vous invite aussi à quand même vous pencher très sérieusement sur l'ordonnance du 8 février 2023 qui est à mettre en relation, et je vais y faire référence à plusieurs reprises avec cette nouvelle doctrine. Et dans un premier temps, nous allons donc parler de cette nouvelle doctrine enfin, le BOFIP a été changé le 15 décembre 2022. Je vous rappelle que l'administration fiscale avait prévu une application au 1er janvier 2023. Devant les levées de boucliers, on s'est retrouvé avec une application au 1er janvier 2024. Et en fait, les levées de boucliers avaient été telles, avec des questions qui ont été posées par vous, par l'IACF, par un certain nombre d'entre nous, et des organisations du syndical, et notamment de l'UNAPL. On nous avait dit, mais ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Donc, on va vous laisser 1 an pour vous mettre en ordre de marche, mais surtout, on va laisser 1 an à l'administration fiscale pour vous répondre. On arrive à la veille de de cette réforme et on n'a toujours pas les réponses à nos questions. Du coup, on va aborder, et c'est rajouté à ça, donc en plus de cette doctrine administrative qui a changé en 2022, en plus de cette ordonnance qui a modifié profondément les structures des sociétés d'exercice libéral, pour le cadeau de la fin d'année 2023, on s'est retrouvé avec une jurisprudence de la Cour de cassation qui a, alors là, pour le coup, nous a expliqué que finalement, de faire des holdings, ça ne servait plus à rien. Et donc, c'est ça qu'on va voir aussi, qu'on va voir au fur et à mesure. Donc, moi, je ne peux pas prendre les questions sur lesquelles on lève la main parce que ça va être trop technique. Ce que je vous propose, c'est, euh, comme je suis un peu, enfin, comme il faut que je choisisse, je vous propose de prendre les questions que je pourrais. Vous êtes 289, vous êtes annoncé comme étant 600, donc du coup, bon, ça va être, je ne vais pas pouvoir prendre les questions de tout le monde, euh, mais je vous propose de prendre toutes les questions dans le fil de discussion et pas dans le Q&R. Parce que le Q&R, j'appuie à chaque fois sur résoudre, 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 ça va me prendre trop de temps. Donc, je vous propose de ne pas lever la main, de poser toutes les questions dans le fil de discussion et pas dans le Q&A. OK? Mhm. C'est OK, Audrey, hein, il y a pas de souci Magnifique. particulier. Alors, juste, je me suis aperçu que j'avais oublié, Audrey, si tu me permets 2 minutes, de dire que Laurent va intervenir après sur la réforme des cotisations sociales qui a été introduite par le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2024. Et excuse-moi, Laurent, j'ai peut-être dans la précipitation et le stress du début du café. Donc, restez jusqu'à la fin, puisque Laurent a une communication très importante à nous faire, parce que c'est aussi un sujet et donc dont on parlera. Voilà. Donc, effectivement, j'ai bien compris que pour pouvoir être plus facile et plus facile, alors moi j'ai accès au Q&R, c'est-à-dire aux questions-réponses. Donc, je vais peut-être essayer, Audrey, si tu le permets, de répondre aussi aux questions qui sont posées. Et puis, on va essayer de faire comme Non, mais ça. on essaye de pas du tout le faire sur le Q&A. On essaye vraiment Ok, de tous le faire dans le fil de discussion si c'est super, possible. OK? parfait. Mais Alors, évidemment, répond tout à fait. mais Alors, fonction technique. le Le problème, bazar, mais c'est a que priori, le fil, la discussion est désactivée, dit quelqu'un pour, en voilà. ligne.
Ah, le fil de Pour discussion ça- est désactivé? Voilà, c'est pour ça que les participants ne peuvent pas poser des questions indirectement. Donc, si tu permets, à la fin, on va, ou alors si tu veux au fur et à mesure, mais il y a déjà des questions, mais je pense que Non, les non, questions mais qui sont ok, donc posées, faisons sur le Q&A alors. Faisons sur voilà, le Q&A. Ok, voilà, j'avance voilà, parce que sinon, malheureusement, on va avoir d'accord, trop peu de temps et mon ami Laurent n'aura pas le temps de présenter son sujet. Donc, tout à fait. vous connaissez ce tableau, c'est un tableau qui a été fait par les experts comptables. Alors moi, je l'ai un tout petit peu modifié parce que il n'était pas écrit comme ça pour le gérant majoritaire. On est donc bien d'accord que dans votre esprit, vous faites deux cases. La première, c'est le gérant majoritaire qu'on règle d'une certaine façon et ensuite, tout le reste, on le règle en BNC. Quand on est sans lien de subordination, alors, je reviens rapidement sur le gérant majoritaire. Le gérant majoritaire, vous savez qu'aujourd'hui, la clé, le nœud du sujet, le nœud du sujet, c'est cette remarque qui existe dans le BOFIP qui dit, sauf s'il y a des fonctions dissociables du mandat, à ce moment-là, la rémunération technique de l'associé de celle qui est gérant majoritaire d'une CELARD sera imposée en BNC. Deux lectures de ces sauf si. La première lecture, ça consiste à dire la remarque est à mettre en rapport avec le tout début du BOFIP et donc en lisant l'intégralité, pardon, en lisant l'intégralité, vous vous retrouvez avec un principe qui est BNC et une exception qui est article 62. Si vous lisez simplement la remarque, on a l'impression que le principe, c'est l'article 62 et que l'exception, c'est le BNC. Sans manger sur ce qu'on va développer un peu plus loin et savoir quelle est l'appréhension de l'administration fiscale de ce principe et de cette exception. Moi, je ne peux vous parler que de ce que je connais. Nous, dans le cadre de l'UNAPL, on a été auditionné par la DLF. On lui a dit, on a un problème avec cet article 62 et avec cette remarque qui a été faite dans le BOFIP. On a tellement un problème qu'on ne sait pas si c'est l'exception ou si c'est le principe. Qu'est-ce que l'administration fiscale, qu'est-ce que la DLF nous a dit à ce moment-là, dans cette conversation-là? Et je sais qu'elle a eu la même conversation, ça a été le même son de cloche à l'ISCF, même son de cloche au Conseil national des barreaux. Donc, je ne peux, encore une fois, je ne vous parle que de ce que je connais. Donc, pour ces trois organismes-là, il nous a été répondu la même chose. C'est en dehors de ce qui a été précisé par le BOFIP qu'on peut lire d'une façon ou d'une autre, la tendance serait de considérer qu'il faut ventiler. C'est manifestement quelque chose qui a été aussi répété au CNOEC, d'accord? Chez vous. Donc, le principe serait la ventilation. Encore une fois, j'en vois qui lèvent la main. Je vous invite à poser les questions sur le QNR parce que Alors, sinon, on ne va pas y arriver. il y a des questions pour l'instant, mais je veux dire, on va y répondre. Donc, c'est pour ça que je te les Non, non, pas de transmets. problème. Hein. Euh, Mais alors, justement, cette répartition sur des bases forfaitaires, par exemple, si on n'a pas de suivi de temps passé, le 90 pour les fonctions techniques, 10% pour la fonction de direction, ce sont deux choses auxquelles tu fais allusion, Audrey, hein, pour, oui, alors, du coup, nous, ce que l'on nous a dit, alors, il faut que vous sachiez qu'à l'IACF, à l'UNAPL et au CNB, au Conseil national des barreaux, on a eu trois taux différents. Mais il semblerait que la tendance ce soit de dire qu'il y aurait ce qu'ils ont appelé à l'époque un safe harbor, un port d'attache, un port d'attache dans lequel un endroit sécurisé, dans lequel on dise si vous déclarez en dessous de ce seuil, si vous ventilez en dessous de ce seuil, l'administration fiscale ne vous poserait pas la question, ne vous posera pas de question. Les trois seuils qui ont été évoqués dans les différents organismes auxquels moi j'ai participé, aux différentes discussions auxquelles moi j'ai participé, en gros, si je résume, c'est un truc entre 15, ouais, enfin, en dessous de 15%. D'accord. Donc, si on fait moins de 15% pour les fonctions, par exemple, de direction, donc dans une SARL, je reprends un petit peu, je reformule ma question. On pourra donc considérer que c'est 15% qui correspondent à une rémunération. Mais le plus simple, c'est pas de mettre peut-être la rémunération dans le PV d'Assemblée générale et c'est là-dessus qu'on va être imposé en article 62.
Et puis la différence peut-être en BNC, parce qu'il y a des questions qui se posent justement sur le traitement de la rémunération des associés dans les CELAR. Alors, je pense que ta langue a fourché parce qu'elle a dit SARL tout à l'heure, donc c'est CELAR, intéressant non, d'avoir. Donc, il faut oui, faire oui, attention pour oui, l'instant. excusez-moi, On oui, a j'étais parlé que CELAR. que Oui, des oui, non, CELARL. oui, oui. Donc, vous avez, comme vous le savez, notre préconisation à nous, c'est toujours de dire il faut absolument mettre il faut absolument mettre les rémunérations dans des PV d'AG. Et là, je ne vais pas vous faire participer parce que vous êtes 319, donc ça me fera trop de réponses, mais on est d'accord. Qu'est-ce que vous dites à vos clients pour cette année et pour l'année prochaine? Vous leur dites quoi? Vous mettez ça dans des PV d'AG. Donc, vous allez faire plusieurs choses. Les conseils que vous devez donner à vos clients, que moi, je donne à mes clients, c'est, dans un premier temps, vous allez avoir ceux qui vont vous dire, OK, je fais 90-10. Et donc, ceux-là, bon, je veux dire, globalement, les actes fondateurs de leur société, ils vont pas être obligés de les bouger. Vous les laissez comme ça, ils font 90-10, ça fait de mal à personne. Et puis, vous n'oubliez pas de leur dire les deux rémunérations techniques et gérance, vous les collez dans un PV et comme ça, au moins, c'est clair. Ensuite, vous avez les récalcitrants que j'ai moi, où on va vous dire non mais attendez, moi je veux pas du tout en entendre parler de cette réforme fiscale, c'est pas clair, je comprends pas. Donc du coup, moi je continue comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire en article 62 pour tout. Très bien. Donc vous fendrez d'une petite courrier pour leur dire j'ai bien noté que, mais bon, le principe c'est que du coup, ces gens-là, pour qu'ils soient plus forts dans les discussions qu'ils auront avec l'administration fiscale, vous leur proposez de remanier un peu les actes fondateurs de leur société, c'est-à-dire soit règlement intérieur, soit pacte d'associés, soit statut. Mais à un moment donné, il faut peut-être qu'on puisse avoir écrit quelque part, dans la mesure où les fonctions ne sont pas dissociables du mandat, dans la mesure où l'exercice est tellement interconnecté, dans la mesure où le mandat est tellement interpénétré avec les fonctions techniques, je déclare tout en article 62. Et D'accord. ce que vous leur direz, parce que vous êtes un conseil avisé, c'est que vous leur direz, Madame, Monsieur, ces documents que vous allez modifier, je sais pas, dans les 10 premiers jours de janvier, dans les 15 premiers jours de janvier, dans le premier mois de janvier, dans ce mois de janvier, pardon, vous allez les modifier et vous allez faire quoi? Si vous décidez de ne pas le mettre dans vos statuts, ce qui a priori va être quand même euh, La majorité des cas. la majorité des cas, Mhm. vous allez vous retrouver avec des gens qui vont soit le mettre dans le règlement intérieur, soit le mettre dans le pacte d'associés, soit dans une assemblée. Alors, ceux qui le mettent dans le pacte d'associés ou dans le règlement intérieur, ce que vous devez avoir comme réflexe, c'est est-ce que vous devez leur rappeler l'ordonnance du 8 février 2023 qui dit quoi? Qui dit que à partir du moment où le pacte d'associés ou le règlement intérieur ou tout autre acte entre les associés extra-statutaires qui fixe des règles de gouvernance différentes de celles qui sont dans les statuts vont devoir, à partir de septembre 2024, être transmis aux autorités, ordre, etc., chambre, etc. Donc, ce que vous devez avoir comme réflexe, c'est si vous vous retrouvez avec des gens qui mettent exactement comment est-ce qu'ils sont rémunérés, leur petite salade à l'intérieur de ces actes extra-statutaires, mais que par ailleurs, ces actes extra-statutaires fixent aussi une gouvernance, n'oubliez pas de leur rappeler que ces actes-là, ils vont se retrouver devant l'ordre. Donc, qu'ils fassent attention à peut-être les mettre ailleurs pour ce qui concerne la rémunération. Et une fois que vous aurez donné tous ces conseils-là, vous en donnerez un dernier. Bon, a priori, nous, on va plutôt le gérer dans des assemblées générales pour vous dire comment est-ce que nous, on va faire par rapport à nos clients, puisque nous, on n'a que des clients professionnels. Enfin, on a une petite partie encore industrie, mais notre exercice se concentre sur l'accompagnement des professionnels libéraux. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, je vous donne le cœur de notre réacteur. Nous, on va plutôt les traiter à l'intérieur d'AG, mais si vous êtes un bon professionnel, qu'est-ce que vous allez leur répéter? Vous allez leur dire, les amis, vous faites tout ça, et une fois que vous aurez fait tout ça, que vous avez des actes au carré, la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est de tout faire signer en signature électronique. Parce que vous allez vous retrouver au moins avec des actes qui auront une date certaine. Et de pas avec l'administration fiscale à qui vous allez raconter midi à 14 heures et qu'elle aura l'impression que vous avez refait vos actes au gré de son redressement. Je vous invite vraiment à indiquer à vos clients que maintenant que la signature électronique est si facile, il vaut mieux tout signer en acte électronique. Voilà. Autre
Oui, pardon. Ouais, alors, il y avait des questions sur les créations de CELAL en 2000 ou d'activités en 2023. Quel statut donc pour une celle qui est créée cette année moi, je pense qu'il faut se rattacher à ce que tu viens de dire. C'est soit lien de subordination, soit pas de lien de subordination. Le fait qu'on crée une société cette année ne change pas vis-à-vis de la réglementation fiscale le statut de la rémunération, me semble-t-il. Non, mais je pense que, en fait, la La question, question je pense qu'elle veut plutôt dire, puisque là, on est dans cette sorte d'année transitoire. année transitoire, est-ce que je peux Mhm. encore appliquer la doctrine Cousin ou Mhm. est-ce que je suis obligée d'appliquer la jurisprudence? Euh, Bon, Bah, il y a eu une oui. période transitoire. Alors après, vous dites à vos clients ce que vous voulez. Moi, enfin, pour vous dire, la majorité de mes clients à moi, ils vont plutôt continuer à appliquer Cousin pendant 2023 et ils appliqueront la nouvelle doctrine en 2024. Voilà. Oui, pour les non-initiés, cousins, c'est effectivement traiter la rémunération en article 62, par exemple, en Oui, CELAL. enfin, c'est en TS, quoi. C'est traité en TS. Traité en Alors, TS. justement, Voilà. il y a une question tout à l'heure, tu m'as peut-être rattrapé ou à juste titre en disant il ne faut pas confondre CELAL et CRL. Mais là, il y a Baptiste qui, dans la question, me dit l'ordonnance de février 2023 va devoir effectivement interdire l'exercice en droit commun. Donc, c'est pas encore. Est-ce que c'est déjà le cas? Parce que si pas le cas, on va tous, nous, les experts comptables, par exemple, on a le droit d'exercer sous forme de SARL. Alors, est-ce Oui, que alors, ces formes d'exercice vont disparaître? Je crois que tu as bossé sur cette question-là une alors après. ça, c'est vraiment, donc c'est le pont que je faisais. Oui, Je vais juste terminer sur cette slide-là pour d'accord. qu'on soit tout à fait d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le lien. Donc c'est toujours ce pont, je vous disais, entre l'ordonnance et la doctrine administrative. Le pont que je fais, c'est aussi le lien de subordination. Aujourd'hui, on vous explique, parce que c'est la jurisprudence du Conseil d'État, on vous a expliqué que sans lien de subordination, c'était comme ça, et avec lien de subordination, c'était autrement, c'est-à-dire TS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de bascule de savoir si je suis en traitement et salaire ou si je suis en BNC, c'est le lien de subordination. Le lien de subordination dans une activité libérale, il est extrêmement compliqué à déterminer. Ça n'est pas exactement comment. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que on va avoir, à mon avis, il va y avoir une jurisprudence qui va être, à mon avis, extrêmement fournie sur le sujet. Pourquoi? Parce que en droit, aujourd'hui, en l'état actuel, le lien de subordination, il est défini par la jurisprudence et il est défini comment? Il est défini par un faisceau de trois indices. Le premier, c'est le pouvoir de donner des directions. Le deuxième, c'est le pouvoir de contrôler l'application de ces directions. Et le troisième, c'est le pouvoir de sanctionner la non-application de ces directions. Voilà comment le lien de subordination est organisé aujourd'hui en droit français. Ouais, Et il n'existe qu'en droit du travail. d'accord. Et le premier article de l'ordonnance du 8 février 2023, c'est de dire que le professionnel libéral exerce en toute indépendance Mm. Oui. son exercice. Mm. Et cette même ordonnance, elle dit quoi? Elle dit, pour que vous compreniez, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important. Alors, on a fait à l'UNAPL, je ne sais pas s'il est en replay, je ne crois pas. Sur mon compte, moi, je communique énormément sur LinkedIn. Sur mon compte LinkedIn, vous avez des replays de différentes conférences que j'ai faites, et notamment, elles datent un peu, mais notamment de l'ordonnance du 8 février. Ce que je vous explique là, c'est quoi? C'est la question centrale, c'est quand l'ordonnance du 8 février, quand on a co-construit l'ordonnance du 8 février avec les pouvoirs publics, ils nous ont dit tout le monde va passer en selle. Et au dernier moment, avec des lobbying des uns des autres, d'ailleurs, félicitations pour vous, parce que vous faites partie, vous et d'autres, de professions dans lesquelles on a conservé la possibilité d'exercer en société de droit commun. Vous et d'autres. Mm. Mais, oui, mais du coup, est-ce on va échapper à cette réforme par cela? Alors, ça fait partie des questions qu'on n'a pas Oui, encore répondu. Donc, d'accord. ça faisait partie des autres slides que j'avais, mais c'est pas grave. Ok, On va excuse-moi. parler, je Excuse-moi. t'en prie, on va parler des autres slides. Je pense que je pense que ça va être ça, en fait, pour régler la question dans un sens ou dans un autre de vos clients qui seraient amenés à vous poser des questions. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. L'administration fiscale nous a dit, je vais y répondre. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse.
D'accord. Ce que vous devez avoir comme élément de réponse en tête pour réfléchir à cette question, c'est quoi? C'est un, normalement, la doctrine administrative, elle est d'application stricte. Donc, il n'y a pas midi à 14 heures, elle est d'application stricte. Mais qu'est-ce qui pourrait nous faire le lien? Qu'est-ce qui nous titille? Pourquoi est-ce que là, on est très emmerdé? On est très emmerdé, pourquoi? Parce qu'en fait, pour un certain nombre de professions, c'est-à-dire pour la quasi-intégralité de toutes les professions réglementées, qui sont donc gérées par l'ordonnance, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont pour lesquels on a dit, vous allez pouvoir, par exemple pour les avocats. Les avocats, on peut dire, on pourra, à partir de, même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, on pourra continuer à exercer en société de droit commun. Mais simplement simplement pour la dénomination. Je vous explique. L'ordonnance, elle a dit, pour tous les professionnels réglementés, c'est des sociétés d'exercice libéral. À partir du moment où elle va rentrer en vigueur, c'est-à-dire 1er septembre 2024. Pour les gens qui sont non réglementés, pour un certain nombre d'entre eux, au titre duquel vous avez les CPI, au titre duquel vous avez les experts comptables, ils peuvent, s'ils sont en société d'exercice libéral, ils seront soumis à l'ordonnance et donc à cette fameuse nouvelle doctrine. En revanche, s'ils sont en société de droit commun, parce que c'est la loi ou l'ordonnance de 45 pour vous, Ordonnance de 45, oui. ordonnance de 45, voilà, vous pouvez continuer à être en société de droit commun, donc vous n'êtes pas concerné par la réforme. Et à mon avis, si vous n'êtes pas concerné par la réforme, enfin, je sais, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous n'allez pas être concerné, parce que en fait, le sujet de cette ordonnance-là, donc je parle de cette doctrine administrative, c'est qu'elle suit, et c'est à mon avis c'est le même fil. Pour ceux qui ont lu le rescrit de l'IACF, c'est le même fil qui est tiré. Et c'est ce même fil qui est tiré aussi euh, dans la jurisprudence de la Cour de cassation d'octobre. Ce fil-là, c'est de dire à partir du moment où j'ai un indépendant, parce que son régime social, c'est indépendant, alors il sera probablement concerné à partir du moment où il exerce une profession libérale. Donc, à mon avis, la bonne réflexion, c'est de se poser la question, si je suis concernée par l'ordonnance du 8 février 2023, alors, à mon avis, je suis concernée par le changement de doctrine administrative. D'accord. Bon, pour Ce ne l'instant, sont que des oui, suppositions. ouais. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Oui, parce que, Donc, ouais, parce que pour l'instant, c'est un peu flou, hein. C'est-à-dire que moi, en tant qu'expert comptable, effectivement, j'aurais le droit de rester en SARL et de ne pas passer en CELAR, mais par contre, je ne suis pas encore certain de pouvoir appliquer la jurisprudence cousin. En gros, c'est ça, si je résume, hein. Parce qu'il faut qu'on avance, Audrey. Il t'a déjà 30 minutes euh, de, de manger sur le temps. Et j'ai 23 questions. Alors, il y a des questions, effectivement, pour lesquelles je pense qu'on a déjà répondu, mais on va peut-être y revenir. Tu veux peut-être pas peut-être passer sur le statut social aussi, parce que donc, statut social, c'est le ça, truc c'est intéressant. On simple. répondra. Il y a Pour le beaucoup de coup, ça, questions c'est sur le très fiscal, simple. hein, par contre. TNS, Ouais, voilà. TNS pour tout le monde. Et quand il y a lien de subordination, c'est salarié. Ça, c'est très facile, c'est très simple, c'est la loi. Ensuite, les questions sur lesquelles on a une réponse. Les Ouais. questions sur lesquelles on a une réponse, c'est est-ce que j'ai besoin de faire une 2035? Alors, a priori, oui, sauf si je suis en micro-BNC. Est-ce qu'il sera nécessaire d'établir des factures entre l'associé et la SEL? Non. Est-ce que je serai assujetti à la TVA? Non. Est-ce que je serai assujetti à la CFE? Non. Pour tous ceux qui ont pensé, comme j'en faisais partie, que potentiellement on pouvait quand même envisager des optimisations des rémunérations de nos associés, de nos clients associés de SEL, en optant à l'IS, a priori, il semblerait que non. Donc, ça veut dire que pour le coup, ça, c'est aussi applicable aux sociétés de droit commun, hein, puisque moi, la nouvelle mode dans les professions réglementées, c'est de faire opter à l'IS les associés. Donc, objectivement, ça, je pense qu'il faut oublier. Alors, quelque chose qui est peut-être moins connu, donc c'est cette fameuse ordonnance dont je vous parle depuis tout à l'heure. Elle modifie quelque chose, elle permet une chose qui n'était pas permise jusqu'alors, c'est qu'elle permet une détention 100% de la SEL avec la SPFPL qui détiendrait 100% de la SEL. Jusqu'alors, ce n'était pas possible. J'avais toujours une part ou une action
qui a été détenu par le professionnel indépendant. Personnellement, je vous dis, nous, on continue à faire des parts ou des actions avec, enfin, au moins une part ou une action de l'associé personne physique, parce que comme il exerce par l'intermédiaire comme la SEL exerce par l'intermédiaire de la personne qui porte le titre, il nous semble, nous, que c'est mieux de le faire de cette façon-là. Donc, ce que je vous indique là, quand le rescrit à l'IACF a parlé de versement de la rémunération à partir d'une SPFPL lorsque la SEL est détenue à 100%, c'est qu'en fait, c'est possible. Et qu'est-ce que le rescrit a dit? Il a dit qu'évidemment, quand il y aurait une rémunération qui se verserait à partir de la SPFPL, comme elle aura été possible par de la remontée de dividendes directement provenant d'exercices professionnels, ça sera donc du BNC. Est-ce que j'ai une application du micro BNC qui est possible? Ça, vous avez la réponse. La réponse, c'est oui. Donc, je tiens à préciser quand même que le rescrit dit oui en dessous de 7 700 € avec une année de 77 700. Oui, c'est ça, 77 700 €. Pardon, Avec... tu as dit 17 700, c'est pour ça. Enfin, Ah non, blanc, 77 000, pardon. pardon. 77 700 €, oui. Pardon. Du coup, ce que le rescrit dit, c'est on regardera l'année précédente en TS pour voir si on n'a pas dépassé les seuils. Et manifestement, lorsque j'ai des gens, enfin, le CNOEC manifestement a eu une communication avec la DLF qui lui aurait dit que ceci serait entaché d'une maladresse rédactionnelle et qu'il faudrait en fait considérer qu'on parle de tout le bénéfice ou enfin de la cote, pardon, qu'on devrait regarder la cote-part Du chiffre d'affaires. du chiffre Du chiffre d'affaires d'affaires de la société. l'associé Si par exemple on pour a une société déterminer qui. s'il y a eu Voilà. un Alors, dépassement du seuil. tout à fait. Un exemple d'interprétation, si on a une CELAR qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires, j'ai 20% de la CELAR, ma quote-part de chiffre d'affaires, c'est 100 000 €, donc a priori, je serais exclu du BNC. Ça, c'est a priori les échanges qu'on aurait eus avec Bercy, mais qui sont effectivement pas formalisés par un courrier, alors que la SCF a effectivement un rescrit. Alors, dans le même ordre d'idée, si je me permets, il y a des questions qui sont posées, donc je pense que tu as répondu à quelques questions, donc je ne vais pas les rappeler sur le fait que s'il n'y a pas de lien de subordination, ben, on est en BNC finalement. On te dit, si nous sommes en gérant minoritaire, mais sans lien de subordination. Bon, gérant minoritaire sans lien de subordination, c'est ce que tu avais expliqué tout à l'heure sur la slide. On est en BNC parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Ensuite, est-ce qu'on peut cumuler rémunération de gérant, article 62, pour sa fonction, pour son mandat social, et micro-BNC avec la réserve qu'on vient d'émettre? Attention, pour le micro-BNC, ça dépend pour la partie BNC qu'on reçoit. Donc, ça dépend si on rentre dans les seuils dont on vient de rappeler les montants. Alors, pour la demande de sirène, c'est important parce que je crois là aussi dans le courrier, dans les informations que nous avons eues, il faudra attendre début 2025 pour s'inscrire dans un parcours qui sera personnalisé et dédié pour justement. Mais je crois que tu en parles d'ailleurs des déclarations, des obligations déclaratives, donc peut-être que tu peux dire quelques mots là-dessus, Audrey, non? Bah, du Est-ce que coup, je vais le faire. Je vais terminer les questions qui sont en Oui. suspens et après, de toute façon, Vas-y, ça reste dans les communications qu'on a eues. Donc, si vous voulez, on en parle maintenant. Donc, les d'accord. obligations déclaratives, effectivement, la question qu'on s'est tous posée, c'est, mais du coup, est-ce qu'il faut que je le déclare en tant qu'indépendant, quoi? Est-ce que je lui fais une entreprise individuelle, enfin, les entreprises individuelles telles qu'elles existaient auparavant? Euh, en fait, on ne savait pas et l'administration y a répondu, elle a dit oui et elle a dit que à plusieurs d'entre nous, donc au CNEEC nous aussi quand on l'a eu au téléphone, elle nous a dit qu'il allait avoir un parcours particulier. La seule chose, c'est que ce parcours, il n'existe pas encore. Donc voilà. Donc rapidement balayer les questions qui restent en suspens. Vous avez vu, elles sont nombreuses. La nouvelle doctrine administrative est-elle applicable aux CEL ou aux sociétés de droit commun? Donc je précise à partir de septembre 2024, c'est pas qu'on n'aura plus le droit d'exercer en société de droit commun, c'est qu'en fait, ce sera si vous exercez une profession libérale réglementée, alors vous serez en CEL. Voilà. Pour un certain nombre d'entre nous, pour un certain nombre de professions, notamment les professions juridiques et judiciaires, on va pouvoir garder la dénomination société
de droit commun, c'est-à-dire je pourrais continuer à exercer en SARL ou en SAS, mais tout ce qui est à l'intérieur des statuts de ma société de droit commun devra être compatible avec l'ordonnance, en cohérence avec l'ordonnance. Donc, il est vrai que par simplification, on va probablement tous passer en SEL. Ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'il y a plein ce que vous devez, oui, ce que vous pouvez connaître, c'est que la DGE a sorti 3 guides. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez taper guide DGE profession libérale et elle a sorti 3 guides qui sont censés vous expliquer l'ordonnance. Personnellement, je ne les trouve pas hyper limpides, mais bon. Nous, on en a fait aussi pour les professions de santé et pour les professions du droit. Donc, ça vous aidera probablement un peu. Dans les questions qui restent en suspens, c'est est-ce que les droits sociaux de l'associé seront comptabilisés dans son BNC comme un actif professionnel? Notre sentiment, ça serait que non, puisque ça n'a pas l'air d'être un vrai BNC, mais bon. Quand je suis en exonération du value de départ à la retraite, vous savez, pour les 500 000 euros, faites attention parce que pour ceux qui ont des associés qui vont sortir dans pas longtemps, rappelez-vous qu'il y a une condition d'avoir eu, dans les années qui précèdent la cession, un montant de la rémunération de direction qui est supérieur à la moitié des revenus perçus par l'associé. Donc, faites gaffe, ne me mettez pas ces gens-là en BNC parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont plus avoir le droit à l'abattement de 500 000 euros. Est-ce que les intérêts d'emprunt vont être déductibles ou pas? J'en sais rien. Prise en charge des cotisations par la salle, il semblerait que ça puisse continuer d'être possible, mais c'est encore en suspens. Et comment continuer à permettre au BNC d'avoir accès à l'épargne salariale? Vous savez qu'on a un problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont souscrit on souscrit à des contrats pour de l'épargne salariale. Et aujourd'hui, tout ceci est toujours conditionné à des rémunérations de gestion, de direction, pardon. Et en fait, avec cette nouvelle application de la doctrine, on ne pourrait pas continuer à avoir accès. Mm. Rapidement brosser Ouais. la lettre de la profession. Oui. La déduction des intérêts dont tu parlais, c'est effectivement lorsque j'ai acquis les parts de la CELAR. Pour moi, l'article 31 voudrait que on pourrait déduire les intérêts sur les revenus tirés de cet exercice professionnel. Mais c'est une question que tu poses en réalité, parce qu'avec la nouvelle doctrine fiscale, tu penses qu'il y aura un changement aussi du point de vue de la déduction des intérêts. Parce que pour moi, il y avait déjà des jurisprudences, Boutour-Lansky, etc., qui avaient réglé ce problème-là. Mais bon, après, si tu te poses la question, c'est qu'il y a peut-être un sujet à étudier pour nous, experts comptables, vis-à-vis de nos clients. Oui, pour nous, c'est pas clair. Enfin, en tous les cas, pour D'accord. moi, ça l'est pas. OK. Donc, je reprends quelques questions. Alors, par exemple, Personnellement, juste pour les... Attends, juste, je vais les brosser rapidement. vas-y, Pour, vas-y, pour vas-y. les gérants, vous me dites, j'ai 2 gérants, est-ce que les fonctions du mandat sont-elles dissociables? En fait, il faut que vous ayez en tête que l'administration fiscale, elle veut arrêter l'article 62. Donc, sauf à ce que vous ayez des gens qui vous disent globalement, je suis récalcitrant, je veux continuer à être en article 62, et à ce moment-là, vous faites ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous essayez de blinder vos actes extrastatutaires et essayer d'expliquer euh, par de la littérature qu'en fait les fonctions ne sont pas dissociables, mais le principe, c'est qu'il faudra les dissocier. Voilà, ça a l'air d'être très clair pour l'administration fiscale. En tous les cas, c'est ça ce qu'ils auront comme directive. Donc, sauf à ce que vous ayez raconté une histoire dans vos actes qui soit plausible, à ce moment-là, il faut oublier cette remarque-là comme étant quelque chose qui puisse nous servir pour avoir tout qui est déclaré en article 62. Euh, Est-ce qu'on pourra cumuler micro-BNC et mandat de gérant? Moi, j'ai l'impression que si. En tous les cas, c'est pour l'instant. Alors, sachez que c'est considéré par les fiscalistes comme un montage qui est assez agressif. Mais a priori, ça devrait pouvoir être possible, sauf à ce que vous déduisiez. Enfin, en tous les cas, les questions que moi je me pose, j'ai pas de réponse, mais la question que je me pose pour ça, le cumul gérance rémunération technique, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Enfin, pour moi, en tous les cas, il y a un sujet au niveau de la déduction des cotisations. Du coup, est-ce que à partir du moment où c'est comme ça, est-ce que je suis pas obligée d'avoir quelqu'un qui prend en charge lui-même ses cotisations. Vous voyez. Alors, pour les problèmes des cotisations, on a un peu répondu là-dessus, hein, au niveau de l'ordre, c'est-à-dire que on va déclarer en fait la rémunération, y compris les cotisations sociales,
et on va déduire de notre 2035 les cotisations qui sont déductibles, hors CSG non déductibles. Donc, en gros, je verse la rémunération brute, y compris les cotisations, et je déduis donc ce qui est déductible au niveau de la 2035. Alors, Oui, mais la question là, c'est plutôt le micro-BNC, tu vois. ah oui, le En micro-BNC, fait, oui. la question, c'est comment est-ce que je traite en micro-BNC? Je crois que, ouais, on est à 41 questions, donc je pense que c'est un record du café fiscal que tu es en train de battre, Audrey. Donc, on ne pourra Alors, pas. 45 minutes, c'était un peu, enfin, Ouais. c'était un peu ambitieux, mais on va essayer de tenir au maximum. Parce qu'il Euh, ne te reste plus beaucoup de temps pour laisser à Parce qu'il notre nous ami reste, Laurent mais tout à s'exprimer, hein. fait, je Voilà. sais bien. Donc, Voilà. je n'ai pas oublié Laurent. Oui, qui est toujours là. Euh, donc, ce Alors, que je vous dis, c'est, on a parlé de la maladresse rédactionnelle de nos amis, enfin, que le CNEEC a rapporté, mais enfin, moi, enfin, en tous les cas, personnellement, je n'appliquerai pas ce que le CNEEC entend là, c'est-à-dire que je considère pas qu'il va falloir que je réfléchisse à la cote-part de mon résultat aujourd'hui, à mon avis, enfin, cote-part, même pas du résultat, cote-part du chiffre chiffre d'affaires. d'affaires. Chiffre d'affaires. Je considère que pour l'instant, la seule chose qui existe officielle, c'est le rescrit adressé à l'IACF, qui pour l'instant ne parle pas de ça. Mhm. Enfin, le Conseil national de l'ordre des experts comptables a parlé de la déclaration des revenus, donc vous a rappelé on n'avait probablement pas la possibilité de déclarer directement dans la 2042, possibilité de déclarer les revenus imposables dans la catégorie des BNC par report direct dans une case dédiée de la déclaration 2042, n'est pas réalisable selon l'administration avant l'année 2026. Tout à fait, tout à fait. Donc, il ne faudra pas oublier de faire la déclaration 2035, en tout cas au titre de l'année 2024, et ne pas reporter directement le revenu sur la 2042 C Pro, puisque ça va entraîner un rejet en l'absence de dépôt de déclaration préalable 2035. Donc ça, on l'a effectivement bien rappelé, et merci de le rappeler, puisque pour éviter tout souci. Alors, les questions, de toute façon, ce que je te propose, Audrey, c'est peut-être te laisser finir le slide, parce que tu as aussi la problématique de la décision de la Cour de cassation à Non, mais je évoquer. pense qu'on va enfin, On le laisse tomber, on refait un autre café on là-dessus. refera un autre café dessus, je Voilà, pense. Je voilà. pense que Bon, c'est plus utile. merci. Je vois Laurent Euh, qui sourit parce qu'il se dit enfin, je vais pouvoir encore. non, non, mais j'avais l'intention de le laisser tomber. Donc, simplement pour rappel, on a parlé de l'immatriculation des personnes physiques. Oui. Donc, avec le parcours qui devra, l'avis de du Conseil national, c'est d'attendre le parcours approprié. Et les déclarations des cotisations, donc, c'est ce que tu as rappelé, Mm. qu'a priori, elles seront prises en charge Voilà. brutes. Et voilà. Et avant de passer la parole et faire la transition, merci beaucoup Audrey, vraiment. Et puis désolé parce que je pense que j'ai dû te couper et ça se fait pas. C'est vraiment pas du Non, tout non, vraiment, pas du tout, avec plaisir. pas aimable, mais bon, il fallait effectivement essayer de garder le timing. Il est 2h15 à Paris, donc je passe la parole à Laurent. Juste pendant que Laurent se met en scène, peut-être qu'on va avancer les slides, parce que finalement, on va passer à sa partie à lui. On va donc laisser tomber la décision du 19 octobre de la Cour de cassation sur les dividendes de SPFPL, sur laquelle Audrey a beaucoup travaillé, mais peut-être qu'on pourra faire un autre café fiscal justement là-dessus. Pour répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées sur le chat, il y a, par exemple, est-ce qu'il faut ouvrir un compte bancaire? Pour l'instant, c'est non, hein, parce que ce n'est pas une entreprise individuelle, donc on n'aura pas d'opération dédiée sur un compte spécial BNC. Est-ce que, effectivement, il y a encore d'autres questions pour lesquelles il y a déjà des réponses qui ont été apportées. Donc, ce que je vous propose, c'est que, éventuellement, avec les services d'ECF, nous allons essayer de lister ces 42 questions. Et comme je sais que lui, qui nous écoute, va peut-être soumettre ces questions à la commission fiscale et que ce que je propose, c'est que Audrey, avec toi, on reprogramme un nouveau café fiscal et ce sera la réponse aux questions qui ont été posées aujourd'hui. Ouais, Peut-être super, que, avec plaisir. peut-être que début 2024, on pourra réfléchir à ces questions. Alors, certaines, on a déjà la réponse, évidemment. Alors, pour tous ceux qui posent la question de savoir est-ce que je peux avoir le PDF, est-ce que je peux avoir le PowerPoint, je dis oui. Simplement, il faudra rester connecté puisque CF va vous faire parvenir donc, une newsletter avec. Donc, regardez la newsletter de CF, vous aurez donc le replay et le PowerPoint que vous pouvez télécharger. Voilà, merci beaucoup Audrey. Laurent, je crois que c'est à ton tour. Je suis désolé parce que peut-être qu'on t'a fait un peu attendre sur ta Ne partie. t'inquiète pas, Al. Voilà, merci en tout cas de ta présence. Juste si donc on peut avancer, je pense, j'ai pas le. Là, on est Ah, là. on est sur la bonne page, c'est bon. On est sur la bonne page. Bon, écoute, merci. Je rappelle que tu es président de la commission. Alors,
es bien jeune, mais t'es déjà président de la commission retraite et prévoyance C'est ça. mutuelle. Donc, Et c'est tu important dans pourrais, les retraites, il faut qu'il y ait des cotisants et des retraités. Donc, les voilà. cotisants Mais ont aussi leur mot à dire. j'allais dire que tu prépares déjà ta retraite, c'est bien. Mais simplement, là, tu vas intervenir sur un sujet qui nous intéresse tous, nous, experts comptables, c'est la réforme donc, de l'assiette de cotisation sociale des travailleurs indépendants. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur ces questions à l'UNAPL, donc je te laisse volontiers la parole et merci encore à toi. Ouais, merci à toi de me faire intervenir ici. Donc, je vous rappelle le sujet de base. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, en fait, que ce soit l'UNAPL et l'U2P, on est en négociation avec le gouvernement depuis un moment sur cette fameuse réforme d'assiette. Pour mémoire, un salarié aujourd'hui qui a le même net qu'un indépendant va payer moins de CSG puisque son assiette de CSG, CRDS, c'est son brut, alors que pour l'indépendant, c'est le net plus l'ensemble de ses charges sociales. Il n'y a pas de charge sociale salariale ou de charge sociale patronale pour nous indépendants. Donc, c'est l'ensemble de cette assiette-là, ce qui a amené une assiette supérieure pour les indépendants et donc, de notre point de vue, une inégalité sur le sujet. Donc, ça faisait déjà plusieurs années. Le sujet était sorti au moment de la réforme des retraites, mais du régime universel, donc il y a à peu près 5 ans. Et donc, ça fait longtemps qu'on demande une équité là-dessus. Équité, on va dire entre guillemets, l'avoir. Les principes qui ont été retenus dans la loi, donc là, vous l'avez sous les yeux, c'est de faire un abattement, en fait, de l'assiette de 26%, de façon à faire une seule assiette unique qui servira pour calculer l'ensemble de nos prélèvements sociaux, que ce soit la CSG-CRDS et que ce soit la maladie, la retraite, tout ce que vous voulez. Au départ, cette bascule devait être simple et extrêmement positive. Je vais diminuer mon assiette de CSG, donc je vais payer moins de CSG. Quand je dis je, c'est indépendant, quel que soit mon statut, professionnel, libéral, artisan, commerçant. Et cette économie, je vais la mettre dans mes cotisations de retraite. Évidemment, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Le gouvernement s'est rendu compte que dit comme ça leur coûtait très cher. En gros, on parle d'une bascule qui aurait pu être autour de 2 milliards pour limiter le coût, parce que c'est la réalité, c'est ça. Un certain nombre de mesures que vous avez sous les yeux ont été mises en place, qu'il va y avoir un plancher de cette économie de CSG, mais surtout un plafond. Donc, tous les gens qui auraient généré une économie de CSG supérieure à 1,3 plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire en gros 57 000 euros, en fait, ils n'iront pas au-delà. Ce qui, vous verrez derrière, va générer des conséquences sur les gens qui ont les plus hauts revenus. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises également en place. On a augmenté les barèmes de retraite de base, mais toute la loi telle que vous l'avez là dans ce slide, le principe c'était en un, on fait ce transfert de CSG, on met les règles en place pour faire le transfert de CSG. En deux, ce qui n'est pas réglé dans la loi, derrière chaque caisse de retraite, donc que ça soit le SSI pour les artisans commerçants, que ça soit chacune de nos caisses de retraite, notamment la vôtre, les experts comptables, vont devoir modifier leur barème pour intégrer cette baisse de CSG et la générer en hausse de cotisation retraite. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. C'est important pour vous en tant que cotisant. Ça va surtout être important pour l'ensemble de vos clients indépendants. Alors, quand je vous dis tout à l'heure, ça représentait 2 milliards et que par notamment le plafond, ils vont le limiter à 1 milliard, l'autre mesure, qui est le slide d'après, s'il te plaît, Audrey, c'est qu'ils ont au passage, comme la CSG-CRDS, financé énormément les cotisations maladie. Et vous savez que la caisse de sécurité sociale maladie est une des caisses les plus déficitaires en France. Ils ont aussi au passage décidé d'augmenter nos cotisations maladie suivant les barèmes que vous avez sous les yeux. Donc, je répète le principe, je baisse la CSG-CRDS, mais je plafonne cette baisse. Et de l'autre côté, j'augmente la cotisation maladie et je vais dans un deuxième temps augmenter mes cotisations retraite.
Je vous donne tous ces chiffres-là parce que l'idée, c'est de vous éclairer et pour vous en tant que cotisant, mais aussi pour vos clients. Vous allez avoir un rôle relativement fort en 2026, puisque tout ça s'appliquera sur les revenus de 2025, donc qu'on déclare toujours une année après. En 2026, vos clients indépendants vont avoir des modifications d'un certain nombre de leurs charges sociales. Le principe, c'est qu'au global, ça doit rester relativement neutre. Ce ne sera jamais à l'euro près, mais ça doit rester relativement neutre. Et du coup, mais par contre, ça va rester neutre globalement, mais à l'intérieur des différentes caisses et des différentes cotisations, ça va changer. Et c'est souvent vous qui êtes en première ligne sur ces sujets-là. Là, vous avez le barème maladie. Très concrètement, alors on va dire que je vous ai expliqué les grands points de la réforme. Si tu peux avancer, Audrey, s'il te plaît. Je ne sais pas si je peux le faire moi, mais donc voilà, nous, Non, on non, a c'est négocié. Audrey qui a la main, tu sais, c'est elle, Voilà, toujours c'est les les femmes. avocats qui ont toujours le pouvoir, hein. Non, non, les avocats. On a négocié ce cadre-là, comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est bien à chaque caisse de retraite complémentaire de faire le travail d'ajustement qui peut malheureusement être dans deux sens. C'est-à-dire que quand on a entamé la négociation, nous, le but du jeu, c'est que c'était devait être du positif pour tout le monde. Il se trouve que compte tenu du plafond d'économie de CSG et de l'augmentation des cotisations maladie, vous allez avoir à peu près 5% des professionnels libéraux qui vont être perdants. Sauf à ce que la caisse de retraite dise, ben voilà, finalement, les plus bas revenus sont gagnants, je vais augmenter sur le début de mes taux de cotisation, le montant de cotisation, et donc je vais générer plus de droits. Ils peuvent tout à fait baisser les taux de cotisation sur les revenus les plus élevés, de façon à compenser le fait qu'il y ait une hausse pour ces gens-là. Sachant que sur l'ensemble du revenu, comme il y a évidemment plusieurs tranches, tout ça va pouvoir se compenser. Et, Ça, et- c'est la théorie idéale. Honnêtement, dans la pratique, je suis un peu plus dubitatif et je pense qu'il y aura quand même un certain nombre de professions qui vont être perdantes. et Laurent, Alors, nous, tu sais, alors, expert et vous, comptable de France. Voilà. les experts comptables. Alors, si tu peux avancer aussi de nouveau, Audrey, s'il te plaît. Vous avez là un tableau qui vous explique. Alors, c'est un tableau que j'ai eu en cours de négociation qui comparait des scénarios. Mais en l'occurrence, ce que vous avez dans la colonne de gauche, c'est le pourcentage profession par profession de gens qui vont être gagnants. C'est-à-dire que par cette manipulation-là, vont bien avoir plus de baisse de CGCRDS que d'augmentation de maladie et qui donc pourront injecter plus d'argent via leur retraite complémentaire obligatoire. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas une bascule qui se fait personne par personne. Et vous voyez, vous êtes, que je vous retrouve, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne. 67% Euh, de gagnants chez nous. Tous voilà. les adhérents du syndicat ECF sont gagnants. En fait, Voilà, 100%. vous avez deux tiers en tout cas normalement des experts comptables qui sont gagnants. Alors, c'est tous les chiffres que je vais vous montrer là, ce sont des chiffres qui m'ont été fournis par la direction de la sécurité sociale. J'ai eu l'occasion, parce qu'évidemment, je n'avais pas une confiance absolue dans la direction de la sécurité sociale, de le faire vérifier par un certain nombre de caisses. Et à chaque fois, ce que m'ont donné derrière les caisses de retraite, c'est plutôt des résultats plus positifs que ce que donnait la direction de la sécurité sociale. Donc, je n'ai pas de raison de mettre en doute ces chiffres-là. Pour rentrer dans le détail, ça c'était donc les grandes masses par profession. Pour rentrer dans le détail profession par profession, Audrey, si on peut avancer d'un cran, là vous allez avoir, alors on va même avancer de deux crans, Ouais, comme ça on va directement pour sur les ce qui experts vous comptables. intéresse. La CAVEC. Voilà. Exactement, la CAVEC. Merci. Donc vous êtes la première ligne. Vous avez, alors là aussi, je suis désolé, c'est fourni par la direction sécurité sociale. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que je l'aurais déjà fait retravailler pour que ça soit le plus lisible possible. Le principe, c'est quoi? C'est, alors, le revenu médian, c'est un revenu médian qui est calculé profession par profession, toujours par la DSS. On va prendre des exemples chiffrés parce que je trouve que c'est toujours plus simple. Euh, un expert comptable qui a un revenu de un plafond, donc qui gagne en gros 44 000 euros. La réforme va faire qu'il va avoir une baisse de l'ensemble
de ses cotisations sociales de 455 euros. C'est pour ça que vous voyez, eux, ils appellent ça une hausse du revenu net, mais je préfère raisonner charge sociale parce que c'est le sujet. Dans ces 455 euros, il y a 215 euros d'augmentation de la retraite de base. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une baisse de CSG, il va avoir une hausse de sa cotisation maladie, il va avoir une hausse de sa retraite de base de 215 euros. Le solde de tout ça fait 455 euros de plus. Ce qui veut dire que votre caisse de retraite, la CAVEC, pour un expert comptable qui gagne un plafond, pourra utiliser 455 euros supplémentaires pour générer des droits à retraite. À deux plafonds, ben là, vous voyez qu'on bascule dans le négatif, c'est-à-dire qu'il va avoir néanmoins une baisse de sa CSG, CRDS, il aura une augmentation de sa cotisation santé de base, il va avoir une augmentation de sa cotisation retraite de base de 327 euros. Au global de tout ça, il aura une augmentation de ses prélèvements sociaux de 494 euros. C'est comme ça que se lit ce tableau-là. Et comme vous avez pu le voir, que ce soit cette slide-là ou celle d'avant, vous avez les exemples profession par profession, revenu par revenu. C'est ce qui nous a permis de dire que si je raisonne sur l'ensemble des indépendants, vous avez plus de 90% des indépendants qui sont gagnants. Si je raisonne sur les professions libérales, j'ai à peu près 83% de gagnants, une dizaine de pourcents qui sont relativement neutres, ça ne change pas grand-chose, et environ 5 à 7% qui sont perdants. Et pour vous, les experts comptables, les chiffres qui m'ont été donnés, c'est que vous étiez à 2 tiers gagnants. Voilà pour vous essayer de vous faire une présentation simple de ce sujet qui ne l'est pas. Je sais que le social passionne parfois un peu moins que le fiscal, les experts comptables, mais c'est aussi une matière sur laquelle vos clients vous interrogent beaucoup. Et que ça soit pour vous, que ce soit pour vos clients, c'est un sujet qui sera, voilà, que vous devez, de mon point de vue, maîtriser. Merci Laurent. Détrompe-toi, à ECF, on a une commission sociale qui est extrêmement active, qui d'ailleurs a été pendant très longtemps animée par Christophe Sens, dont j'ai parlé tout à l'heure, notre président donc, sortant, enfin, qui prendra les rênes de l'UNAPL en 2024. En tout cas, merci à toi pour ces explications. Et puis, j'espère que ça aura permis aux confrères qui se sont connectés. Ils sont encore plus de 300 à connecter à cette heure-ci, alors qu'on a malheureusement pris un peu de retard et j'en suis vraiment désolé, mais le sujet était tellement passionnant que cette heure était nécessaire pour faire le point. Alors, je tiens donc à rassurer ceux qui sont peut-être déçus de ne pas avoir eu réponse aux questions qui leur sont posées. D'abord, je demanderai au service technique et donc au permanent de CF si on peut lister ces questions. Et avec la commission fiscale et à un prochain café fiscal, on pourra répondre donc à ces questions qui n'ont pas, pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Simplement, vous rappeler que avec cette réforme qui arrive, et je parle sous le contrôle d'Audrey chez Mouli, on aura aussi un calcul, nous, experts comptables, à faire, un calcul d'optimisation, puisque au lieu d'avoir la déduction forfaitaire de 10%, par exemple, sur les articles 62, peut-être que dans le BNC, il y aura des frais qu'on pourra déduire, qu'on ne déduisait pas aujourd'hui. Donc, je sais qu'on a beaucoup de talent, de créativité en termes d'optimisation de la profession en matière fiscale. Donc, je ne doute pas que les confrères trouveront là matière à pouvoir conseiller utilement leurs clients. En tout cas, merci à tous. Et puis, je voudrais bien sûr, en cette fin d'année, puisqu'il reste à peu près 15 jours, vous souhaitez, un peu moins de 15 jours, vous souhaitez à tous une très très bonne fin d'année, des joyeuses fêtes. Beaucoup de bonnes choses pour 2024. D'abord de la santé, la prospérité, et puis retrouver la sérénité et la paix. Voilà mes voeux donc pour 2024. En tout cas, la commission fiscale de CF continuera à œuvrer pour vous, pour nous. Et puis, si vous me permettez un clin d'œil, je voudrais saluer mes amis de La Réunion qui sont connectés et qui me soutiennent. Donc, bonne soirée à toutes, comme on dit chez nous. Et puis, merci encore une fois, Audrey. Merci, Laurent. Merci à vous tous. Merci aux permanents de CF qui nous ont permis de préparer ce café fiscal. Merci à tous pour votre confiance et je vous dis à très très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci Al, et puis s'il y a des questions, évidemment, On les posera. pas de Merci, problème. Laurent. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.